Messieurs, dames, bonjour. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, professeur Fontcave, pour l'invitation. Je suis vraiment flatté et honoré d'être ici pour vous présenter le travail qui se fait à Bordeaux. Donc, je travaille au CRPP, Centre de recherche Paul Pascal. C'est une UPR, du moins encore pour quelques temps. Et je tenais d'abord, avant de commencer, à remercier donc forcément les financements qui nous ont permis de développer ce travail, principalement l'Europe et la région Aquitaine, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Le CNRS, évidemment, et l'Université de Bordeaux, le Labex Amadeus à Bordeaux, qui permet de faire des électrodes poreuses pour pouvoir optimiser ces biopiles. L'établissement français du sang, qui nous permet d'obtenir du sang humain afin de faire nos expériences in vivo, et forcément l'ANR. C'est réellement un projet pluridisciplinaire qui va inclure des chimistes des matériaux, que je peux trouver donc au CRPP, des physico-chimistes, des biologistes, mais aussi des praticiens hospitaliers pour pouvoir tester cette biopile. Alors, j'avais fait mes transports en anglais au cas où il y ait quelques anglophones parmi vous. J'espère que ça ira. Donc, de manière historique, en fait, les paramètres médicaux, ils ont toujours été mesurés de manière externe, que ce soit pour prendre la tension, par exemple, ou pour mesurer le diabète. On va faire une prise de sang, on va mesurer ces différents paramètres. Et les choses sont en train de changer petit à petit avec le développement de systèmes médicaux intégrés qui rendraient le patient totalement autonome. Donc, d'un côté, on pourrait mesurer le besoin pour une drogue, et par une loupe de rétroaction, le signal serait envoyé à un deuxième système qui libérerait cette drogue. De cette manière, le patient serait totalement autonome. On pourrait imaginer la détection, par exemple, de lactate, de bilirubine, qui serait un signe de jaunisse ou d'infection hépatique, de glutamate, de créatinine. Et dans notre cas précis, on se focalise sur la détection du glucose. Donc si je reprends ce schéma, d'un côté, on va mesurer la glycémie, donc la concentration de glucose, et qui va envoyer un signal, par exemple, à une pompe à insuline ou un patch à insuline, qui va libérer l'insuline en cas de diabète lorsque c'est nécessaire. Et lorsque la glycémie remonte, il y a un signal qui est renvoyé donc, au capteur à glucose, qui va stopper donc, la libération d'insuline. Donc on a là ce système médico-intégré où le patient est totalement autonome, qui permettrait d'éviter les sous-dosages et les surdosages d'insuline, par exemple. Alors, un des problèmes de ce type de système, c'est les batteries. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop lourdes, elles sont trop importantes. Et cela explique aussi le coût de systèmes médicaux intégrés, dont le prix est de manière générale proportionnel à la taille de la batterie. Et si on prend par exemple le cas d'un pacemaker, on voit ici que la batterie représente presque 50% de la taille du device. Donc l'idée, ça a été d'essayer de miniaturiser ces systèmes et d'imaginer des piles biologiques qui seraient implantées sous la peau et qui utiliseraient le glucose et l'oxygène présents dans le corps humain pour alimenter ces systèmes médicaux. Et c'est ce qu'on appelle des biopiles. Donc voici donc l'objectif de notre travail, pouvoir puiser l'énergie chimique du couple glucose-oxygène présent dans les fils physiologiques pour alimenter des systèmes médicaux intégrés. Donc la définition de cette biopile, transformation d'une énergie chimique en énergie électrique par l'intermédiaire d'organismes ou d'enzymes. Donc dans le domaine des biopiles, on va distinguer les biopiles enzymatiques et les biopiles microbiennes. Donc vous avez ici les biopiles enzymatiques à votre gauche et à votre droite les biopiles microbiennes. Je crois qu'Alain Bergel, qui présentera le séminaire suivant, se focalisera sur les biopiles microbiennes. En sachant qu'on ne peut implanter que les biopiles enzymatiques dans le corps humain, forcément, puisque les enzymes sont inertes, à l'inverse des microbes qui sont des organismes vivants. Pour autant, on a des préoccupations communes, telles que le transfert électronique de notre enzyme ou de notre microbe à la surface d'électrode. Comment assurer ce transfert électronique de manière optimale, tout en maintenant l'intégrité et l'activité spécifique des microbes et des enzymes. Donc c'est un des problèmes majeurs qu'on a dans ce domaine des biopiles. Si je reviens au cas du diabète, vous connaissez sans doute ces types de systèmes. Donc, on a une languette où on va mesurer, donc, on va se piquer une goutte de sang
Et par coulométrie ou ampirométrie, on va mesurer la glycémie, puis le patient s'injectera l'insuline si nécessaire. Donc ça, ce sont plus ou moins les systèmes qu'on peut trouver depuis les années 2000. On peut trouver maintenant des systèmes médicaux qui sont implantés. Donc vous avez ici, par exemple, les capteurs à glucose qui sont implantés sous la peau. Ici, vous avez la batterie qui va alimenter ce capteur à glucose qui est clippé sur le bras. Et là, vous avez donc le récepteur qui va mesurer la glycémie, qui va donner une alarme et qui va prévenir le patient quand il faudra donc s'injecter l'insuline. Et l'objectif de notre biopile, c'est forcément de remplacer cette batterie ici et de pouvoir implanter sous la peau à la fois le capteur à glucose et sa source d'énergie. Et de manière ultime, pouvoir ensuite le coupler à la pompe à insuline. Donc voilà, l'objectif final, pouvoir miniaturiser le tout pour que ça puisse être implanté sous la peau. Et le but ultime, vous avez ici deux patchs. Dans un patch, ici, de ce côté, on va mesurer la glycémie avec une électrode à glucose qui sera alimentée par une biopile qui va envoyer le signal à une pompe à insuline qui sera elle aussi alimentée par une biopile et qui va libérer l'insuline à la demande. Et là encore, le patient devient totalement autonome. Mais pour ce faire, nous avons donc besoin de mettre au point des biopiles qui soient efficaces, plus stables notamment, et plus reproductibles. Alors, une chose à garder en mémoire, c'est que les biopiles, ce sont des sources de puissance de faible voltage et qui ne fonctionneront que pendant quelques mois. Si on compare les caractéristiques avec les piles à combustible typiques, hydrogène-oxygène ou méthanol-oxygène, les densités de puissance seront beaucoup plus faibles. La durée de vie sera plus faible puisque nous utilisons des enzymes. Mais par contre, nous pourrons fonctionner à pH 7, à température ambiante. Et parce qu'on peut obtenir une grande sélectivité avec nos bioélectrodes, je vous le montrerai après, on peut miniaturiser le système, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de membranes qui vont permettre de séparer l'anode et la cathode, ce qui va permettre ultimement de pouvoir produire et de construire ces piles à faible coût. C'est réellement une addition, une source d'énergie additionnelle avec les batteries et les piles à combustible. Il n'y a pas du tout de compétition comme certains pourraient le croire. Alors, de mon côté, je pense que les biopiles, c'est réellement des sources de faible puissance, de faible voltage. On ne pourra pas imaginer, à mon sens, pouvoir alimenter un jour un pacemaker avec ce type de biopile, même si c'est toujours sujet à débat dans notre communauté. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est un gadget ou pas? Au final, ces biopiles, est-ce que réellement il y a un intérêt? Alors, si on regarde un peu l'historique des succès en termes de sources de puissance, c'est que là où il y a eu un succès, c'est qu'il y a eu un besoin. C'est dans les années 1900, les mineurs avaient besoin de lampes torches pour pouvoir aller dans les galeries, et donc ça a été donc l'essor des batteries zinc MnO2 et qui ont été boostées par les applications militaires. On retrouve aussi donc par exemple ici les ordinateurs, donc avec un besoin d'alimenter les ordinateurs avec des batteries performantes, avec le développement des batteries lithium-ion et qui ont été boostées par les différents systèmes électroniques que l'on peut trouver maintenant. Et dans le cas donc des biopiles, c'est-à-dire que les capteurs implantés existent déjà. Donc on essaie simplement de répondre à un besoin qui existe en mettant au point donc ces biopiles qui pourraient alimenter ces capteurs médicaux. Et le booster, c'est un des boosters de ces biopiles, c'est le tracking. Par exemple, l'armée américaine utilise des abeilles pour détecter les explosifs. Donc elles vont lancer un essaim d'abeilles dans la nature et ces abeilles sont sensibles aux explosifs et vont aller donc, là où sont le TNT, etc. Le problème majeur, c'est que comment arriver à traquer des abeilles lorsqu'on les laisse dans la nature. Et une des alternatives, c'est d'utiliser des biopiles. Bon, ça a été très bien démontré. Donc on va implanter dans une abeille une biopile qui va émettre un signal et on va pouvoir réussir à suivre cette abeille jusqu'à l'explosif. Sauf que dans ce cas, des animaux, donc ce ne sera pas du glucose, mais ce sera le tréhalose qu'on va utiliser. Juste l'historique, il y a eu 3 phases dans le développement des biopiles. La première, ça a été en 1964. C'est un chercheur japonais qui a imaginé qu'il était possible d'alimenter un pacemaker en utilisant le glucose et l'oxygène. Donc il a utilisé 2 électrodes. Bon, il n'a jamais réussi à atteindre une niveau de stabilité, une puissance très importante. Donc c'est un projet qui a été arrêté pendant une vingtaine d'années. Dans les années 80, on a une résurgence de ce terme de biopile avec le développement donc, du génie enzymatique, de la purification des enzymes qu'on utilise. Mais là encore, faible stabilité, faible puissance.
Donc c'est un projet qui a été abandonné. Et 15 ans plus tard, on a maintenant le 3e renouveau de ces biopiles avec l'ingénierie des enzymes, des matériaux, avec l'apparition d'enzymes très importantes pour nous qui sont les lacases, dont vous avez parlé tout à l'heure, et des bilirubinoxydases pour la réduction de l'oxygène. Le problème majeur de ces biopiles, c'est la réduction de l'oxygène. C'est vraiment la partie limitante de ces batteries. Et donc depuis 2002, on a maintenant donc, toute une communauté qui est en train de se développer pour optimiser donc, ces biopiles. Alors je viens maintenant aux détails techniques de cette biopile, du moins celle que nous développons à Bordeaux. Elle est composée de 2 électrodes. Vous avez ici une anode et une cathode. Donc à l'anode, on va oxyder le glucose à l'aide d'une enzyme qui est la glucose oxydase, dans ce cas-là, ou la glucose déhydrogénase. Et les électrons qui vont être issus de cette oxydation vont être transférés du centre redox de l'enzyme qui est ici vers l'électrode à l'aide d'une navette d'électrons qui est un polymère à base d'osmium. Donc lorsqu'on connecte des enzymes à la surface de l'électrode, ou on peut la connecter de manière directe, c'est-à-dire sans navette d'électrons, et vous voyez ici que le centre redox d'une enzyme est enfoui à l'intérieur de l'enzyme. Donc on a une grande difficulté à connecter de manière efficace une enzyme à la surface de l'électrode. De manière générale, seulement 5% des enzymes peuvent être connectées de manière efficace. C'est la raison pour laquelle on va utiliser des navettes d'électrons qui vont assurer cette connexion électrique. À la cathode, on va réduire l'oxygène en eau. Donc on va plutôt utiliser des bilirubinoxydases qui sont aussi des enzymes à base de cuivre, tout simplement parce qu'elles sont stables à pH 7 et en présence de chlore. Le chlore qu'on retrouve dans le sang humain, à l'inverse des lacases qui sont, elles, beaucoup plus stables à pH 5. Donc de la même manière, les électrons vont aller d'électrode vers le polymère et de polymère vers cette enzyme où la réduction de l'oxygène va avoir lieu. Donc si on ferme le circuit, on rajoute une résistance, on a donc forcément un courant, une tension et par conséquent une puissance. Donc à partir de glucose et d'oxygène, on obtient une densité de puissance. Là vous avez les deux demi-réactions d'oxydation, de réduction qui se passent aux 2 électrodes et l'équation bilan. Donc vous voyez bien ici qu'à l'inverse des piles à combustible, il n'y a pas de membrane qui sépare l'anode et la cathode, tout simplement parce que le glucose peut diffuser librement dans la partie cathodique et ne va pas interagir ni avec l'enzyme ni avec le polymère. Et de la même manière, l'oxygène peut diffuser librement dans la partie anodique et ne va pas réagir ni avec l'enzyme ni avec le polymère. Donc c'est l'avantage de ces piles qui donc pourront être miniaturisées. Vous pouvez aussi voir qu'il y a 6 transferts électroniques dans ce système. Il y en a 3 à l'anode et 3 à la cathode. Et chacun de ces 6 transferts électroniques devra être optimisé afin de minimiser les pertes cinétiques. Et cette minimisation se fera par le choix des enzymes, par le choix des polymères, mais aussi par le design des matériaux d'électrode. Donc je peux l'illustrer ici sur ce schéma. Vous avez ici donc les 2 potentiels thermodynamiques de la réduction de l'oxygène en eau et de l'oxydation de glucose. Donc si on prenait 2 électrodes, on les plongeait dans une solution qui contient du glucose et de l'oxygène, si on pouvait oxyder et réduire de manière efficace ces 2 substrats, on pourrait obtenir donc un voltage d'environ 1,2 volts. Le problème, c'est que si vous plongez une électrode dans du sang, vous allez oxyder certes le glucose, mais aussi l'urate, l'ascorbate, le maltose et tout un tas d'autres substrats qui sont dans ce milieu. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser des enzymes qui vont apporter cette sélectivité. Donc la glucose oxydase ne va oxyder que le glucose. Donc si vous prenez une électrode, vous la modifiez avec cette enzyme, vous la plongez dans du sang, cet électrode n'oxydera que le glucose et non plus le maltose et d'autres substrats. Même chose pour la réduction de l'oxygène. Donc si on pouvait connecter de manière efficace ces 2 enzymes à la surface d'électrode, on aurait donc un voltage de notre pile qui serait d'environ 0,72 volts. Donc on voit bien qu'on a déjà une perte, puisqu'on a déjà perdu 500 millivolts en rajoutant donc l'utilisation d'enzymes. Il est très difficile de connecter de manière efficace ces enzymes, donc on va rajouter des navettes d'électrons. Donc ce sont ces polymères à base d'osmium que l'on va moduler en fonction du potentiel redox des enzymes. Et donc on passe donc de 1,2 volts à 0,7 volts. Et lorsque l'on va rajouter donc ces polymères cathodiques, on passe à 0,5 volts. C'est la raison pour laquelle dans les biopiles, il va falloir optimiser à la fois les polymères, à la fois les enzymes, ça peut être par génie génétique, génie enzymatique, et les matériaux afin de pouvoir minimiser ces pertes cinétiques et ne pas trop perdre en voltage. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que vraiment les biopiles, ce sont des piles de faible voltage et de faible puissance. Mais c'est dû
intrinsèquement au système enzymatique que nous utilisons. Donc le potentiel de la cellule sera toujours un compromis entre la cinétique, donc le courant, et la thermodynamique. Donc comment se fait cette modification dans notre système? Donc on va créer un adduit électrostatique entre l'enzyme, ici la glucose oxydase qui est chargée négativement, et le polymère d'osmium qui lui est chargé positivement. Donc il va falloir formuler le polymère de telle sorte qu'il puisse englober l'enzyme et assurer le contact électrique. Bon, ça, c'est un exemple de polymère que l'on fait à base d'osmium. Donc, vous avez ici un backbone, donc un polyvinylimidazole, qu'il va falloir charger positivement. Il va falloir moduler la charge positive de ce backbone en fonction de la charge de l'enzyme à un pH donné. Et là, ici, vous avez l'osmium qui sera le centre redox et c'est lui qui va échanger les électrons avec l'enzyme. Et on va pouvoir moduler le potentiel redox de ce polymère en choisissant des substituants tout autour de cet osmium. Donc on fait ce mélange, on le dépose à la surface d'électrode, et une fois que ce mélange est fait, la conduction dans ce système se passe par collision entre les osmiums. Donc si je prends l'exemple de la glucose oxydase, donc le substrat arrive, il va être oxydé en gluconolactone, donc il va transférer ses électrons à la glucose oxydase, qui elle va transférer ses électrons à l'osmium le plus proche. Et par collision, les osmiums vont transférer dans tout l'hydrogel. Et de cette manière, on a donc conduction électrique dans cette matrice électrostatique. Donc ça, c'est le principe de la glucose oxydase, donc à l'anode, mais à la cathode, ce sera exactement la même chose. Donc, un des problèmes majeurs que l'on retrouve dans les biopiles, c'est que, ou du moins c'est réellement le côté fondamental qu'on essaie d'étudier à Bordeaux, c'est qu'une enzyme, ce n'est pas fait pour être immobilisée à la surface d'électrode. C'est que dans 99% des cas, le comportement d'une enzyme en solution sera différent de celui qui l'a immobilisé à la surface d'électrode, que ce soit la stabilité, l'activité, stabilité en température, pH ou autre. Et de notre point de vue, enfin nous de l'autre côté, c'est que le comportement d'une enzyme immobilisée est réellement totalement aléatoire. Et je peux illustrer sur un exemple du travail que nous avons fait à Bordeaux. Là, vous avez l'oxydation de glucose par une enzyme qui est la glucose dihydrogénase. Donc, on plonge une électrode dans une solution qui contient le médiateur redox, donc l'enzyme et du glucose. Donc, on va enregistrer un voltampérogramme cyclique. Donc, on applique un balayage de potentiel et on regarde le courant d'oxydation. Donc, WT, c'est le white type, donc c'est l'enzyme native. On a par génie enzymatique remplacé une asparagine en cystine en position 428 et on voit qu'on a réussi à exalter le courant d'oxydation. Ce qui est intéressant pour nous, puisque plus le courant d'oxydation sera important, plus le nombre d'électrons qui auront à l'électrode sera important et plus la puissance de la pile sera importante. Donc ça, c'est en solution. Mais une fois immobilisé, voici ce qu'on obtient. C'est qu'au final, il n'y a plus aucun courant une fois que cette enzyme est immobilisée. Et pour quelle raison? Ça, c'est pour nous encore totalement... on ne sait pas. Et on comprend bien assez facilement que ça n'a aucun sens de passer 2, 3 ans, 4 ans à faire du génie enzymatique avec une enzyme en solution pour s'apercevoir qu'une fois immobilisée, ça ne marche plus. Donc c'est vraiment le côté fondamental de ces biopiles, comment arriver à réellement comprendre comment fonctionnent ces enzymes, quel lien il existe entre l'enzyme et le matériau d'électrode à la surface de celle-ci afin qu'elle fonctionne. Bon, et d'une manière générale, les biopiles, elles ont toujours été faites de manière un peu empirique. C'est-à-dire que pour faire une bioélectrode, on va acheter des navettes d'électrons qui sont commerciales, on va acheter des matériaux d'électrode, pour eux ou non, qui sont commerciaux, et on va acheter chez des enzymes, on va faire le mélange de tout et on va avoir notre bioélectrode. Et ce que nous, on essaie réellement à Bordeaux de développer, c'est que, on va essayer de faire de l'ingénierie enzymatique, produire nos propres enzymes, les purifier, les rendre plus actives, faire de la chimie des polymères pour pouvoir augmenter ce transfert électrique entre les enzymes et les électrodes, mais aussi faire donc, de l'ingénierie des matériaux afin de rendre poreux nos matériaux, afin d'augmenter la surface spécifique. Mais on ne s'arrête pas là, on essaie aussi de comprendre les liens qu'il existe entre ces trois composants et comment arriver à optimiser de manière efficace les enzymes, les navets électrons et les matériaux simultanément pour obtenir des biopiles beaucoup plus performantes. Donc ça, c'est réellement la partie fondamentale de notre travail. C'est une partie, la deuxième partie étant une partie un peu plus ingénierie, un peu plus pragmatique, où on va essayer d'obtenir donc,
de regarder les puissances qu'on peut obtenir avec cette biopile. Donc c'est la raison pour laquelle, à Bordeaux, dans notre équipe, on fait du génie enzymatique. Donc nous avons différentes personnes qui font de la biologie moléculaire pour rendre ces enzymes plus stables, beaucoup plus actives, pour pouvoir générer beaucoup plus d'électrons. On travaille sur la chimie des polymères pour pouvoir arriver à connecter de manière efficace ces enzymes à la surface électrode, tout en essayant de comprendre comment ça fonctionne et optimiser ce transfert électrique entre électrodes et enzymes. On travaille sur des matériaux poreux avec différentes architectures, que ce soit des nanotubes, des fibres d'or poreuses ou des matériaux poreux. Alors poreux, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir augmenter la surface spécifique tout en maintenant une surface géométrique la plus petite possible. Ça, ce sera une partie de mon talk où je vous présenterai les exemples d'électrodes que nous sommes en train de développer pour les implantations. Et la quatrième partie, c'est la partie un peu plus pragmatique, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un système où on fait des échanges électroniques, mais est-ce que réellement c'est viable? Est-ce que ça peut marcher? Donc on fait des expériences avec donc, du sang humain pour se rapprocher des conditions réelles, donc ex vivo, et dans du rat où on va implanter la fibre. Peut-être que vous la voyez ici, la biopile elle fait 2 cm, elle fait 20 micromètres de diamètre, elle est implantée sous la peau, et on regarde quel type de puissance on peut récupérer lorsque celle-ci est dans un rat. Alors avant de vous montrer le travail sur les matériaux poreux, voici quelques exemples sur des systèmes qui contiennent du glucose et oxygène et qui montrent qu'on peut récupérer donc une puissance. Donc ça, c'est un travail que j'avais fait à Bordeaux, à Austin. Et comme je viens de Bordeaux, donc on avait dit, j'ai décidé de prendre un raisin comme clin d'œil au vin. Et en fait, en implantant une biopile, vous avez ici la node et la cathode dans un raisin, on avait pu récupérer quelques microwatts par centimètre carré. Donc il suffit de glucose et d'oxygène et on a forcément une puissance. Un autre système marrant qu'on a développé à Bordeaux, c'est utiliser le glucose et l'oxygène qui est généré lors de la photosynthèse. Dans la photosynthèse, du CO2, de l'eau, vous éliminez, vous générez du glucose et de l'oxygène. Et l'objectif, c'était de pouvoir utiliser ce glucose et cet oxygène généré par la photosynthèse pour récupérer une puissance. Donc là, vous avez le cactus qu'on a utilisé, donc les différentes électrodes qui sont implantées. Donc voici quelques résultats expérimentaux. Donc ici, vous avez la réduction de l'oxygène en rouge, courant négatif, l'oxydation du glucose. On voit bien que lorsqu'on illumine, on a la génération de glucose, génération de l'oxygène, et vous avez des courants de réduction de l'oxydation qui augmentent. Lorsqu'on éteint la lampe, vous avez donc le glucose qui est consommé et le courant qui diminue. Même chose pour l'oxygène. Et lorsqu'on va connecter les deux électrons ensemble, à partir de la photosynthèse, on peut générer quelques microwatts par centimètre carré. Donc ce n'est pas une nouvelle source d'énergie écologique, c'était simplement pour démontrer qu'à partir de glucose et d'oxygène, dans n'importe quel système, on peut obtenir une puissance. C'était d'autant plus important que dans notre cactus, vous imaginez bien qu'il y a d'autres protéines que le glucose et l'oxygène, et pour autant, on ne détecte que l'oxygène et que le glucose, parce qu'on arrive à avoir le bon polymère, les bonnes enzymes, et on ne détecte qu'un substrat. Et si on fait le calcul, en fait, il aurait fallu un terrain de foot entier de cactus pour alimenter une ampoule de 50 watts. Donc on n'est vraiment pas une nouvelle source d'énergie, c'était simplement pour fixer les idées. Ça, c'est un travail qui a été publié au Japon, avec 2 pommes et 2 oranges. Biopile, pareil, glucose et oxygène. On utilise le glucose et l'oxygène présents dans les fruits pour alimenter une LED. On reconnaît bien là le problème des biopiles, faible voltage. Donc vous êtes obligé de mettre en série en parallèle plusieurs fruits pour pouvoir alimenter une LED qui fait 1,2 volts. Ça, c'est Sony qui travaille beaucoup dans le domaine des biopiles. Donc ça, c'est leur Walkman MP3 qui est alimenté au glucose et l'oxygène. Donc là encore, ils ont réussi à obtenir 50 mW, mais il a fallu donc mettre en série en parallèle plusieurs biopiles. Donc ils l'ont démontré son utilisation avec du coca, du jus de fruits, etc. Et ils travaillent beaucoup, eux, pas réellement sur les biopiles pour les applications médicales, mais les biopiles pour alimenter des téléphones portables qui fonctionneraient à l'eau sucrée, ainsi que pour les applications militaires où ce serait l'urine qui serait utilisée comme substrat pour faire alimenter différents appareillages. Et ça, c'était la première implantation qui a été faite en 2010. C'est Serge Cosnier de Grenoble, je crois qu'il est dans la liste des invités, qui a montré que lorsqu'il avait implanté une pile dans un rat,
Donc pareil, en utilisant le glucose et l'oxygène, il a pu alimenter une LED. Donc là encore, on voit bien aussi la limitation à l'heure actuelle des biopiles. C'est-à-dire que vous avez une biopile qui fait quelques millimètres cubes, et au final, vous avez besoin ici d'un circuit électrique qui est beaucoup plus grand afin d'augmenter la puissance. Donc dans ce cas-là, il va utiliser ce qu'on appelle un joule-tif, c'est-à-dire que vous avez un voltage de la biopile qui est 0,5 volts, donc vous faites passer par ce circuit électronique, vous pouvez obtenir donc ce circuit électronique un voltage de 1,2 volts, ce qui permet donc d'allumer cette LED. Par contre, ça se fera au détriment du courant, puisqu'il y a toujours un compromis entre puissance, entre voltage et courant. Et ça, c'est plus anecdotique. Ça, c'était publié aux États-Unis, c'était avec un coquillage. Là, pareil, on peut alimenter donc on peut récupérer quelques dizaines de microwatts. Donc, c'est réellement pour illustrer qu'il suffit de glucose, d'oxygène, et vous avez une source de puissance. Alors, je vais maintenant arriver à nos électrodes. En fait, comment est-ce qu'on fait nos électrodes pour les rendre poreuses et quel est l'intérêt au final de les rendre poreuses. Donc, je vais d'abord l'illustrer sur des fils d'or poreux. Donc, la première étape, c'est de faire un cristal colloïdal à partir de billes de silex ou de latex. On utilise une technique qui est Langmuir-Blodgett qui permet d'assembler de manière homogène et uniforme donc, ces billes de silice. La deuxième étape pour la préparation des électrodes, c'est de perfuser de l'or. Donc, on peut suivre par électrochimie en fait l'épaisseur des couches d'or que l'on dépose dans ce template. Et donc vous avez ici une oscillation en électrochimie, donc vous avez le courant en fonction du temps, et une période va correspondre au remplissage d'une couche. Donc là, le jaune, il va un peu trop haut. Donc, et on peut continuer ainsi de suite sur les oscillations, et on va pouvoir contrôler l'épaisseur donc, de la couche d'or conductrice qu'on va déposer dans ce template. Et évidemment, on va aussi pouvoir moduler la porosité en modulant la taille des billes qu'on va utiliser pour faire ce cristal colloïdal. Et la troisième étape va consister à plonger ce template dans l'acide fluorhydrique. On va enlever donc les billes et on va récupérer donc ce template poreux qui va permettre d'exalter la surface spécifique tout en maintenant une surface géométrique la plus petite possible. On voit ici donc un exemple. Là vous avez votre fibre poreuse, là vous avez la porosité qu'on voit en zoom, où on voit l'interconnexion dans certains cas entre les jonctions des pores. On le voit peut-être un peu mieux sur ce schéma. Là, vous avez votre fil d'or. Là, vous avez la couche d'or poreuse qui est déposée au-dessus donc, de ce fil, qui permet d'augmenter la surface spécifique et réellement la surface géométrique et reste très, 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 très faible. Là encore, on voit ici, par exemple, les jonctions entre les différentes couches de pores. Donc, pour vérifier qu'on augmente bien la surface spécifique, on peut faire l'électrochimie. Donc, cette fois-ci, on fait l'électrochimie dans de l'acide sulfurique, donc courant versus potentiel. Ici, vous avez une file d'or qui est plane. Donc, vous avez ici donc, la réduction de l'or, ici l'oxydation. Et en intégrant les pics de réduction, on arrive à obtenir donc, la surface spécifique de cette électrode qui fait 0,22 cm². Lorsqu'on rajoute 15 demi-couches à cette électrode, avec des billets qui font 785 nanomètres, on voit ici que le pic de réduction de l'or est beaucoup plus important et on a pu augmenter la surface de l'électrode par un rapport 7 alors que la surface géométrique n'a pas été augmentée de plus d'un rapport 2. C'est vraiment l'intérêt de travailler avec ces surfaces poreuses. Plus l'électrode sera poreuse, et plus on va pouvoir mettre des polymères, plus on va pouvoir mettre d'enzymes et plus on va pouvoir générer d'électrons et exalter la densité de puissance. Alors, l'idée, c'était la fibre que je vous ai montrée, c'est vraiment le Lego. C'est la base est la plus simple. Donc, on a voulu aller vers des électrodes avec des architectures un peu plus chiadées, avec l'idée de pouvoir mêler sur le même substrat à la fois l'anode et la cathode. Donc, on commence encore par un substrat d'or. On va faire donc ce template de silice. On va d'abord perfuser de l'or. Puis on va électrodéposer du nickel, puis on va redéposer une couche d'or. Et cette couche de nickel va être sacrificielle, c'est-à-dire qu'on va plonger cette structure dans l'acide fluorhydrique et donc le nickel va être enlevé.
afin de maintenir une stabilité mécanique, on rajoute 2 points d'isolant qui permet d'éviter donc un court-circuit entre les 2 électrodes. On peut rajouter des connexions électriques afin d'adresser de manière indépendante chaque électrode, celle du haut et celle du bas, et on va plonger ce système une fois de plus dans l'acide fluorhydrique et on se récupère une structure qui pourrait potentiellement contenir à la fois une anode poreuse et une cathode poreuse. Alors on voit ici quelques exemples expérimentaux. Donc ça, ce sont les oscillations qui montrent la première couche des positions de l'or. Ici le nickel sacrificiel, et ici la troisième couche d'or. Alors vous voyez que lorsque l'on plonge cette structure dans de l'acide nitrique pour plusieurs temps, on voit bien donc que le nickel s'enlève de cette structure, qui permet de laisser un gap entre ce qui serait l'anode et la cathode. Donc on peut encore une fois vérifier que on peut adresser de manière indépendante chaque électrode sans court-circuit. Donc on va enregistrer des voltampérogrammes dans l'acide sulfurique. Donc on a choisi deux épaisseurs différentes pour réellement montrer qu'il y avait une différence au niveau des pics de réduction. Donc vous voyez ici donc, le pic de réduction de l'électrode du haut, ici le pic de réduction de l'électrode du bas, et on voit bien qu'il y a bien une différence, qu'il n'y a pas de court-circuit. Mais par contre, lorsqu'on court-circuite les deux électrodes, donc ça c'est ce signal ici, on voit que la surface est la somme de cette surface-ci, plus de cette surface-là. Donc on a bien réussi à adresser de manière indépendante chacune des deux électrodes. Donc on a voulu aller un peu plus loin et aller vers des architectures cylindriques. Pourquoi cylindriques? Parce que de cette manière, la biopile pourrait être implantée de manière facile sous la peau, à la manière d'une aiguille, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit avant, la réduction de l'oxygène, c'est vraiment un des problèmes donc, de ces biopiles. Et en utilisant des structures cylindriques, on pourrait donc favoriser le transport de masse de l'oxygène vers la surface des électrodes. Donc là, vous avez donc vos fils d'or, le template de silice, on alterne or, nickel, or, on fait les connexions électriques et on fait tremper le tout dans l'acide nitrique et on enlève donc les billes et la couche sacrificielle de nickel. Donc voici ce qu'on peut obtenir. Là, vous avez votre fil d'or, la première couche poreuse, l'espace ici, et là, la deuxième couche d'or. Et donc, c'est vraiment totalement modulable. On peut faire varier la porosité, l'épaisseur du gap, l'épaisseur de l'or, et pouvoir réellement construire notre biopile en fonction de nos caractéristiques, tout en permettant d'augmenter la surface spécifique et réellement de pouvoir mettre beaucoup de polymères et d'enzymes à la surface des électrodes. Donc, avec l'idée ultime qui serait donc d'avoir la cathode à l'extérieur, qui permettrait de réduire l'oxygène, et la cathode qui serait immobilisée à l'intérieur pour l'oxydation du glucose. Donc on aurait une biopile coaxiale qui serait faite d'un seul ensemble et qui serait évidemment miniaturisée. On peut aussi, encore une fois, vérifier qu'on peut adresser de manière spécifique chacune des deux électrodes. Donc là, c'est la surface de l'électrode interne, 0,21 cm². La surface de l'électrode externe, 0,58 cm² qui est ici. Et par contre, lorsqu'on fait un court-circuit, afin de vérifier que la surface totale, on voit bien qu'on obtient 0,8 cm² qui est la somme de la surface externe et interne. Donc on peut adresser de manière indépendante, spécifique, sans court-circuit, chacune des deux électrodes. On a eu néanmoins une question, un souci, de savoir si réellement les substrats, glucose, oxygène, pourraient diffuser à l'intérieur donc, de l'électrode interne. Donc sur la partie externe, ça paraît logique que l'oxygène puisse arriver, puisse diffuser, puisse être réduit, mais est-ce qu'il en est de même pour le glucose et, à l'intérieur? Donc nous avons fait quelques expériences avec des catalyses donc, pour étudier la réduction de l'oxygène, et on voit ici sur ces voltampérogrammes qu'on peut réduire l'oxygène à l'électrode interne, on peut réduire l'oxygène à l'électrode externe, et de la même manière, lorsqu'on fait la somme des deux, on récupère le courant des deux électrodes. Donc oui, l'oxygène peut diffuser ou à travers la porosité ou à l'intérieur du gap qu'on a laissé dans cette électrode. Donc maintenant,
on a montré qu'on a pu faire ces électrodes poreuses. Est-ce qu'on peut réellement modifier ces électrodes avec des polymères et des enzymes? Donc ça, c'est une électrode qui est faite d'or non poreux. Et ça, c'est une électrode d'or poreuse. Donc on voit bien que lorsqu'on dépose les polymères et les enzymes, comme je vous ai montré auparavant, en faisant un adduit électrostatique de l'enzyme négative du polymère catonique, on n'a tout simplement aucune augmentation de courant, aucune exaltation de courant, tout simplement parce que ces matériaux sont très hydrophobes et en fait, les polymères et enzymes n'arrivent pas à perfuser à l'intérieur de cette porosité. Donc il faut faire différents traitements, rendre hydrophile cette électrode poreuse, et on s'aperçoit qu'après ces différents traitements, on voit bien que l'avantage d'utiliser donc un matériau poreux, c'est qu'on permet d'immobiliser beaucoup plus d'enzymes, beaucoup plus de polymères, et donc d'exalter donc cette densité de courant. Pour autant, si on peut faire des calculs théoriques, on sait l'épaisseur de notre électrode, on connaît la porosité, on sait la quantité de polymères et d'enzymes qu'on peut immobiliser, et on connaît le courant théorique qu'on pourrait atteindre. On est bien au-delà pour l'instant du courant théorique, parce qu'on pense qu'on n'arrive pas à perfuser toute la porosité. Alors c'est vrai que ça peut paraître simpliste de dire on va augmenter la porosité et ça va marcher mieux, mais il faut augmenter la porosité afin que les polymères et les enzymes puissent rentrer à l'intérieur, mais il ne faut pas que la porosité soit trop importante, sinon les polymères et les enzymes ne vont pas rester à l'intérieur. Donc il va falloir trouver un bon compromis entre donc la taille de ces pores. Donc on est en train de développer une nouvelle méthode d'immobilisation qui consiste à faire une coélectrodéposition. Donc là vous avez votre polymère à base d'osmium, vous avez ici un chlore labile, et lorsqu'on fait un mélange de ce polymère, de cette enzyme, on va appliquer on va faire des cycles de potentiel qui vont coélectrodéposer donc le polymère et l'enzyme, et des interactions vont se faire entre les acides aminés de cette enzyme, les ribonucléosidase et les chlores, qui vont immobiliser le tout. Bon, il semble que cette approche est beaucoup plus est meilleure en fait. Ça, ce sont vraiment des résultats qui ont été obtenus la semaine dernière. Donc là, vous avez l'électrode qui est plane. Là, vous avez l'électrode poreuse où on va pouvoir immobiliser le polymère des enzymes. Et on voit bien qu'on peut exalter de manière significative le courant en utilisant cette nouvelle méthode de coélectrodéposition. Donc on travaille réellement beaucoup sur la cathode parce que c'est réellement la partie limitante. Le glucose, on peut en trouver des concentrations 5-6 millimolaires dans le sang. La concentration d'oxygène dans le sang est très très faible et réellement ce sera la partie limitante. On a tout intérêt à avoir une cathode qui est la plus optimum possible et c'est vraiment la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur la cathode, sur les enzymes cathodiques mais aussi sur son polymère. Alors ça c'était ma présentation sur la partie matériaux. Je vais vous parler de la partie un peu plus pragmatique, sur la partie implantation. Alors le système n'est pas optimum, on le sait, on est limité par la cathode, mais c'est l'enseignement, du moins ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est qu'à un moment donné, il faut réellement se confronter à la réalité. On sait qu'une enzyme en solution se comporte différemment une fois qu'elle est immobilisée à la surface de l'électrode. C'est la même chose, une bioélectrode va se comporter de manière différente lorsqu'elle est plongée dans le sang que lorsqu'elle est plongée dans un tampon. Donc on a tout intérêt à faire des manips in vivo le plus vite possible afin de savoir si notre système est viable ou pas. Encore une fois, ça ne sert à rien d'optimiser pendant des années un système si on s'aperçoit qu'une fois qu'il est plongé dans les conditions réelles, il ne marche plus. Alors, depuis janvier dernier, l'Europe a émis de nouvelles règles éthiques, etc., pour tout ce qui est implantation. Donc, ça devient très difficile de faire des implantations sans faire des dossiers qui prennent des pages et des pages. Avant, c'était un peu la discrétion des universités. Et pour une raison inconnue, donc à Bordeaux, le comité d'éthique a décidé de suivre à la lettre les recommandations de l'Europe, ce qui nous a obligés, avant de pouvoir faire des implantations, à vérifier la toxicité de nos systèmes. C'est-à-dire les électrodes, les matériaux, les polymères et les enzymes. Donc pour ce faire, nous avons pris une électrode d'or typique, une électrode d'or poreuse, qui sera modifiée avec ce polymère-ci, le Crossinger, qui permet de faire donc un lien entre le polymère et l'enzyme. Et donc ces différents protocoles de toxicité sont importants, puisqu'en fin de compte, c'est réellement la réaction de l'organisme va dépendre de nombreux paramètres, tels que la taille de votre électrode, sa surface, sa rugosité,
sa porosité, et etc. Donc pour faire tous ces tests, nous avons... Avant, je vais d'abord vous présenter d'abord quels sont les 3 types de réactions qui se passent lorsque on implante une électrode dans le corps humain. Vous avez l'activation des plaquettes. Donc lorsque vous avez implanté un système sous la peau, donc vous avez des fibrines qui vont venir colmater donc la plaie, donc qui peut être un signe d'inflammation. Le deuxième signe d'inflammation, c'est l'activation du complément. Donc c'est une série de 35 protéines qui vont aider les anticorps à protéger l'organisme de n'importe quelle substance toxique. C'est particulièrement le cas si quelque chose ne reste pas à la surface de l'électrode. Donc bien sûr, on veut modifier nos électrodes, les polymères et les enzymes, et on veut que ça reste à la surface de l'électrode. Mais si ça ne tient pas, que ça repart en solution, on veut être sûr que ce qui va partir de l'électrode n'est pas toxique. Donc on va mesurer l'activation du complément. Et le troisième phénomène qui va se passer lors d'une implantation, c'est la formation de cellules géantes par la fusion des macrophages qui vont venir encapsuler votre électrode et qui vont l'isoler du corps et qui potentiellement peuvent amener donc à la faillure de votre système. Donc toutes nos études ont été faites suivant donc les standards. Ça, ce sont les standards qui sont utilisés dans l'édition dans l'industrie médicale avant l'implantation de n'importe quel système intégré. On doit obtenir l'autorisation et l'agrément de différents comités européens. Donc on a qui ont utilisé, donc c'est la partie 5 de cette norme ISO qui permet donc de faire l'évaluation de ces systèmes médicaux, avec particulièrement la cytotoxicité et les réactions d'inflammation. Donc toutes nos expériences ont été faites sur différentes cellules, donc que ce soit donc des fibroblastes communs jusqu'aux cellules endothéliales si on veut implanter sous la peau. En fait, je vais aller un peu plus vite. Juste une chose, je vais vous montrer juste des essais sur la toxicité. En fait, on fait 2 tests de toxicité. On utilise le ray neutral qui montre si les cellules sont vivantes ou pas en présence des différents éléments, donc l'électrode d'or, le polymère, le cross-linker, l'hydrogel, et le MTT qui montre si le métabolisme des cellules est en train de diminuer ou est-ce qu'il est stable. Et on constate que donc, le polymère n'est pas toxique du tout. Et ça, je voulais absolument montrer parce qu'on utilise des polymères basés d'osmium. Et si vous regardez un peu, tout le monde va vous dire que l'osmium est toxique. Certes, l'osmium est toxique, mais une fois qu'il sera substitué, il n'est plus toxique du tout. Donc ce qu'on montre de ces schémas, c'est que ni l'électrode, ni le polymère, ni l'hydrogel, donc qui contient l'enzyme, le polymère cross-linker, ne sont toxiques du tout. Donc c'est la même chose pour tout ce qui est l'inflammation, donc très faible inflammation lorsqu'on implante l'électrode, on l'incube dans différentes cellules. Donc là vous avez donc une plaquette qui adhère sur une fibre d'or. Et on constate que sur une fibre poreuse, elle adhère un peu plus tout simplement parce que la porosité offre un moyen aux plaquettes de s'accrocher. Mais ce n'est pas rédhibitoire. L'inflammation, donc aucune inflammation de notre système. Donc nous avons eu l'autorisation de pouvoir implanter donc, dans les souris avec le FBR, donc c'est cette fusion dans des cellules géantes. Donc là vous avez 6 souris, vous avez 2 biopiles par souris qui ont été implantées. Donc vous le voyez ici. Et ce qu'on fait, c'est que donc, après 3 jours, les premières souris sont euthanasiées. Et après 1 ou 2 par semaine, pendant 12 semaines, donc les électrodes sont enlevées, elles sont coupées en différentes sections et différentes analyses toxicologiques sont réalisées pour encore une fois montrer que ce que vous allez implanter n'est pas toxique pour le corps humain, et, potentiellement. Et une chose importante, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'antibiotiques ni de drogues anti-inflammatoires pendant 12 semaines, ce qui montre bien que ce que l'on a implanté a été particulièrement bien assimilé par l'organisme. Donc ça, c'est par exemple une fibre implantée après 12 semaines. Là, vous avez le tissu qui s'est généré autour. Donc on l'enlève et après on peut le tester. Ça, ce sont les coupes histologiques, par exemple de cette fibre qui a été enlevée. Vous reconnaissez l'électrode poreuse, ici, en noir. Vous avez l'hydrogel qui est ici, en fait, qui est dans les pores. Et là, vous avez le tissu qui s'est développé au-dessus de cette électrode. Donc, d'un côté, c'est très bien.
puisque ça montre que votre électrode a été particulièrement bien assimilée. Par contre, donc on voit bien que si on va développer quelques micromètres au-dessus de tissu au-dessus de votre électrode, cela pourrait potentiellement gêner la diffusion du glucose et de l'oxygène. Donc on est en train de travailler sur l'optimisation d'une membrane biocompatible qui serait rajoutée afin de limiter donc, le développement de ce tissu. Et ce qu'on voit, c'est que après une semaine, même après 12 semaines, donc les tissus n'arrivent pas à pénétrer à l'intérieur de ces pores, puisqu'on voit que la surface des électrodes d'or avant et après implantation ne diminue que de 2%. Donc réellement, le tissu se fait en surface, mais n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur des pores. Quant à la biofonctionnalité, après 36 heures d'implantation et d'opération en continu, on voit qu'il nous reste un courant qui est résiduel. Donc ça, c'est avant la réduction d'oxygène, avant l'implantation, et après 36 heures. Donc on a une diminution de courant. Pour l'instant, ce n'est pas clair pour nous quelles sont les raisons. Est-ce que c'est la déactivation d'enzymes du polymère, ou est-ce que c'est tout simplement ce tissu qui se crée au-dessus de l'électrode qui empêche la diffusion de l'oxygène. Bon, je vais aller vite. Donc en parallèle, donc on fait des expériences dans du sang humain pour se rapprocher donc des conditions réelles, avec donc différents agréments qui nous permettent d'obtenir du sang de l'EFS à visée scientifique. Donc là, vous avez une biopile qui est planche dans du sang, donc on reconnaît 2 fils anode-cathode. C'est du sang pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dilué, on ne rajoute pas du buffer, c'est vraiment tel que ce serait si on implantait cette biopile dans le corps humain. Et on va pouvoir mesurer la glycémie avec un appareil typique de mesure de glycémie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut mesurer donc le courant de réduction, ici, quelle que soit la glycémie qui est plus ou moins constant, puisque la concentration de l'oxygène est plus ou moins la même, quel que soit l'échantillon sanguin. Par contre, la glycémie donc, varie en fonction donc, de l'échantillon. Et ce qu'on arrive à faire, c'est avoir une linéarité entre la glycémie du sang, quels que soient donc, les échantillons. Ce qui nous permet d'avoir à la fois une pile qui va mesurer la puissance, mais pas pouvoir aussi mesurer en même temps la glycémie. C'est bloqué. En fait, ce qu'on a fait, on a fait en sorte que la cathode soit la partie non limitante. C'est-à-dire qu'on va utiliser une anode qui a une seule fibre, par contre une cathode qui a, elle, 3 fibres. Donc ça fait que la concentration de glucose sera la concentration de l'oxygène et le courant de réduction d'oxygène sera le même, quel que soit l'échantillon de sang. Par contre, la glycémie sera, elle, proportionnelle à l'échantillon de sang. Donc à la fois, on a une source de puissance, mais en même temps, on peut aussi mesurer la glycémie. Donc voilà, c'est illustré ici. Vous avez une linéarité de la puissance en fonction de la glycémie. Donc non seulement on fait une source de puissance à partir du glucose et de l'oxygène, mais cette puissance est directement proportionnelle à la glycémie de l'échantillon. Alors, si on regarde la littérature, en fait, il n'y a que 3. Il y a peu de personnes qui font pour l'instant des expériences dans le sang. Donc il y a en 2010, quelques microwatts par centimètre carré ont été publiés, mais la concentration de glucose n'était pas fournie. En 2010, seule l'anode était plongée dans le sang et les auteurs utilisaient une cathode à oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène venait de l'air et ne venait pas du sang. Et on s'aperçoit que nous, avec notre système, c'est-à-dire qu'en présence de 4,6 millimolaires de glycémie, on peut obtenir une puissance de 80 microwatts par centimètre carré, qui est bien supérieure à celle qui a été publiée par Wang en 2012. Et lorsque, au même voltage, c'est-à-dire 0,47 volts, on a une puissance de 59 microwatts par centimètre carré. Et pour notre échantillon de sang, qui contenait la plus grande glycémie, on a pu obtenir jusqu'à 128 microwatts par centimètre carré à 0,35 volts. Donc il faut savoir que de telles puissances sont bien au-delà de ce qu'on a besoin pour alimenter des petits capteurs médicaux. C'est-à-dire qu'on est réellement maintenant sur des systèmes qu'on peut réellement faire fonctionner dans le corps humain. Le seul problème, ça reste la stabilité. On voit que sur 6 heures en continu,
lorsqu'on est dans du sang, en fait, on perd environ 80% de notre densité et puissance. Là encore, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer afin de savoir si c'est le polymère, si c'est l'enzyme ou si c'est un problème d'électrode. Et finalement, j'aimerais conclure en vous montrant autre chose, c'est-à-dire que je vous ai montré qu'on pouvait convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, mais on peut aussi convertir de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait lorsque j'étais aux États-Unis. Donc on reprend le même système, on prend une fibre de carbone, on va immobiliser la glucose oxydase et son polymère pour oxyder le glucose. À l'autre extrémité, on va immobiliser la bilirubine oxydase et un polymère pour réduire l'oxygène. Lorsque vous allez déposer cette fibre dans une solution qui contient du glucose et l'oxygène, cette fibre va bouger. Donc conversion énergie chimique en énergie mécanique. Donc ça, c'est la fibre qui n'est pas modifiée. Non, qui ne bouge pas. Donc ça, c'est la fibre qui est, elle, modifiée avec son enzyme et son polymère. Et donc là, on a un mouvement. C'est la conversion énergie chimique en énergie mécanique. Et on a la fibre qui commence à bouger, oxydation de nos côtés, les protons sont diffusés le long de la fibre, où l'oxygène va être réduit en eau. Et en modulant donc, la quantité des deux polymères et des deux enzymes, on peut avoir des différents mouvements, des rotations, des spirales ou d'autres systèmes. Donc là, on a une spirale. La glucose oxydase, vous avez donc une rotation. Donc conversion énergie chimique en énergie mécanique. Et ce que essaient de faire certaines personnes, c'est d'utiliser tel système, et on peut imaginer de rajouter une drogue, ici, un médicament, et donc mettre ce type de nano-objet qui serait propulsé de manière totalement autonome, irait dans un endroit voulu, délivreraient leur drogue et reviendront au point de départ. Voilà, donc ça on peut... bon, ça c'est une spirale. Voilà, on peut avoir toute une catégorie de mouvements en fonction de différents ratios de polymères enzymes. Et si vous voyez la littérature, il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, ou en mettant des anticorps, ou en mettant donc des platines, du nickel ou autre, et qui rajoutent donc un petit quelque chose qui va être délivré là où on veut le délivrer. Donc voilà, donc, juste pour quelques conclusions qui je trouve du moins importantes pour nous, c'est que le système n'est pas toxique. C'est la raison pour laquelle on est aux implantations, c'est que ce n'est pas un gadget en fait, on a réellement des applications qui sont envisageables puisque les densités de puissance sont maintenant atteignables. Il faut maintenant pouvoir développer des stratégies pour limiter donc, cette nécrose des tissus et d'augmenter la porosité, la stabilité. En sachant que, au final, le plus important, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de développer, c'est d'essayer de comprendre le lien qu'il existe entre les enzymes, les polymères, les matériaux, afin de savoir, de pouvoir rendre donc, ces biopiles les plus optimums possibles. Donc, réellement fondamental et approche plus pragmatique pour pouvoir avoir le plus de puissance possible pendant le plus de temps possible. Et finalement, je remercie mes différents collaborateurs, dont René Bakov, Philippe Poulin et Serge Raveno au CRPP, avec qui nous travaillons sur les différents matériaux, nanotubes, des hypes de carbone ou des fibres d'or poreuses, et nos différents collaborateurs dans les différents hôpitaux INSERM, pour tout ce qui est implantation et tests de toxicité. Et je vous remercie pour votre attention.